Si tu crois que je ne vais pas te laisser de place, dis-le-moi, Georges, sinon je te laisse t'asseoir. Je veux finir ça. Je veux finir ça. Attends. L'Iran ne menace plus seulement les pays du Golfe. Maintenant, il menace aussi la Chine, le Japon et le Royaume-Uni. Réfléchissez-y un instant. La Chine achète environ 90% du pétrole iranien, et elle leur a aussi fourni des missiles anti-navires. Mais malgré cela, il semble que l'Iran ne soit pas très satisfait. Regardez, voici la déclaration que le président du Parlement iranien vient de publier. Ce type est essentiellement devenu le dirigeant civil de l'Iran depuis qu'Ali Larazani a été assassiné. Hier, il a déclaré qu'en plus des bases militaires, les entités financières qui financent le budget militaire américain sont une cible légitime. Les obligations du trésor américain sont trempées dans le sang des Iraniens. Si vous les achetez, vous achetez une frappe contre votre siège et vos actifs. Nous surveillons votre portefeuille. Ceci est votre dernier avertissement. Maintenant, je ne suis pas vraiment sûr qu'ils surveillaient réellement les portefeuilles, parce qu'ils ne semblent pas avoir vérifié la liste. Voici les 3 principaux détenteurs étrangers d'obligations du Trésor américain. Numéro 1, le Japon. Numéro 2, la Chine. Et numéro 3, le Royaume-Uni. Maintenant, 2 de ces pays ont condamné les attaques iraniennes contre les pays du Golfe, le Japon et le Royaume-Uni. Mais en dehors de la condamnation, ils ne sont pas réellement impliqués dans cette guerre. Et la Chine, en revanche, est impliquée. Mais elle est en réalité du côté de l'Iran. Ils achètent du pétrole iranien et vendent aussi à l'Iran des systèmes de défense aérienne et des missiles anti-navires. Je suis donc presque sûr que Pékin est surpris par cette menace. Soyons honnêtes, je ne dis pas que l'Iran va vraiment attaquer la Chine ou le Japon. En fait, même avec tous les problèmes économiques et militaires que la Chine a, elle reste bien plus forte militairement que l'Iran. Mais ce que des déclarations comme celle-ci nous montrent, c'est que l'Iran n'a vraiment pas du tout réfléchi à son plan de représailles. Maintenant, tout le monde parle du fait que les États-Unis n'étaient pas vraiment préparés à certaines des réponses iraniennes, comme attaquer les alliés du Golfe. Mais tout le monde ne parle pas du fait que l'Iran n'a pas vraiment de plan en ce qui concerne les représailles. Ils menacent des pays qui n'ont rien à voir avec cette guerre, et leurs exigences de cesser le feu, comme le départ des États-Unis ou l'évacuation de toutes les bases au Moyen-Orient, sont des choses auxquelles les États-Unis et les pays du Golfe n'accepteront jamais. La raison en est simple. Ces bases existent pour protéger les pays arabes contre l'Iran, et ces pays le savent. Vous voyez, juste après que le président Trump a donné un ultimatum à l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz, faute de quoi les États-Unis frapperaient les centrales électriques iraniennes, l'Iran a publié sa propre cible de représailles. L'Iran a affirmé qu'en cas d'attaque américaine contre ces centrales électriques, il détruirait les usines de dessalement et d'eau en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, en Jordanie, à Bahreïn et au Qatar. Maintenant, comme vous le savez peut-être déjà, frapper les centrales électriques iraniennes ne serait pas une bonne idée, car cela nuirait beaucoup plus aux civils iraniens qu'au régime, même si le régime peut bénéficier de ces centrales électriques. Mais ce que fait l'Iran n'a aucun sens non plus à aucun niveau. Supposons que les États-Unis attaquent effectivement les centrales électriques iraniennes. En quoi est-il juste que l'Iran attaque des infrastructures civiles dans un pays tiers ? Les États du Golfe étaient contre cette guerre dès le début. Ils n'ont donné aucune autorisation aux États-Unis d'utiliser leur espace aérien ou leur base. Et malgré tout cela, l'Iran ne vise pas seulement des cibles militaires dans ces pays. L'Iran menace désormais aussi de s'en prendre aux infrastructures civiles. J'appelle cela du terrorisme depuis le début des représailles de l'Iran. Les médias n'utilisent pas encore ce mot, mais devinez qui l'utilise. Les ministres des Affaires étrangères des pays du Golfe. Voici ce qu'a dit le conseiller présidentiel des Émirats Arabes Unis. Vous négociez avec des terroristes. Nous, non. Aux Émirats Arabes Unis, nous ne négocions pas avec les terroristes. Nous les interdisons et les éliminons. À Washington, aux Émirats Arabes Unis, à l'OTAN, à Israël, agissez. Le régime islamique en Iran et ses réseaux terroristes doivent disparaître. Une déclaration forte, mais encore une fois, c'est une déclaration qui vient d'un conseiller du président, pas forcément de quelqu'un au pouvoir. Mais devinez quoi ? Le ministre des Affaires étrangères de Dubaï a affirmé « Nous ne céderons jamais au chantage des terroristes ». Cette déclaration montre clairement la position des Émirats Arabes Unis sur l'Iran. Il n'y a pas que les Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite fait aussi des déclarations similaires. Leur ministre des Affaires étrangères a affirmé publiquement que l'Iran prétend défendre le monde islamique, mais attaque des infrastructures nuisant aux citoyens musulmans d'autres pays. Avant cet extrait,
Petit rappel, cliquez sur j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide avec l'algorithme. Maintenant, écoutons l'extrait. Que signifie réellement prétendre que vous êtes en train de défendre les causes du monde islamique tout en l'attaquant? Ce n'est pas seulement un pays qui est visé. L'Arabie Saoudite, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Oman, le Liban, la Jordanie, l'Azerbaïdjan et la Turquie sont tous des pays musulmans qui ont été attaqués. Même avant cette guerre, qu'a réellement apporté l'Iran aux causes du monde islamique? Soutenir la milice Houthi au Yémen. Soutenir les forces de mobilisation populaire en Irak, qui aujourd'hui attaquent non seulement les pays voisins, mais aussi l'Irak lui-même, en menant des frappes à l'intérieur du pays. Le Hezbollah au Liban, qui ne s'est pas contenté d'essayer de dominer la prise de décision politique là-bas, mais a également agi comme un bras opérationnel pour des activités de déstabilisation dans toute la région, y compris en Arabie Saoudite. Peut-être que l'exemple le plus clair est le rôle de l'Iran et du Hezbollah en Syrie. Où est le soutien aux causes du monde islamique dans l'appui et la facilitation des crimes commis par l'ancien régime syrien? Où est ce soutien dans l'assassinat de politiciens au Liban? Où est-il dans le fait de donner du pouvoir aux milices en Irak au point qu'elles ont détourné la prise de décision politique et bloqué le développement? Où est le soutien aux causes islamiques? Je ne le vois pas. Malheureusement, ce sont des slogans utilisés comme couverture. En réalité, ces outils servent principalement à protéger les intérêts iraniens et non les idéaux qu'ils prétendent défendre. Tu as besoin de moi, n'est-ce pas? Juste après cette déclaration, l'Arabie Saoudite a aussi informé les États-Unis que si l'Iran attaquait réellement des centrales électriques ou des usines de traitement d'eau saoudiennes, elle participerait finalement à des frappes contre l'Iran. C'était un événement très important parce que l'Arabie Saoudite est considérée comme le leader du monde arabe. Et si l'Arabie Saoudite s'implique, beaucoup d'autres pays s'impliqueront aussi. Il semble que cette décision ait eu un impact plus important qu'on ne l'avait d'abord pensé. Hier, des informations ont révélé que l'Iran avait en fait décidé de limiter ses frappes contre l'Arabie Saoudite, par crainte que des frappes continues ne déclenchent une réponse militaire directe de la part de l'Arabie Saoudite. C'est quelque chose que l'Iran ne peut pas se permettre, surtout en considérant qu'ils perdent un chef par semaine. C'est là-dessus que nous allons concentrer notre attention ce matin. Rappelez-vous, le président Trump a donné un ultimatum de 48 heures à l'Iran. Cet ultimatum devait expirer ce soir, lundi soir. Mais ce matin, le président Trump a fait une déclaration qui a changé le calendrier. Je suis heureux d'annoncer que les États-Unis et l'Iran ont eu des conversations très bonnes et productives au cours des 2 derniers jours concernant une résolution complète et totale de nos hostilités au Moyen-Orient. Sur la base du ton et de la teneur de ces conversations approfondies, détaillées et constructives, j'ai demandé au département de la guerre de suspendre pendant 5 jours toutes les frappes contre les centrales et infrastructures énergétiques iraniennes, sous réserve du succès des discussions en cours. C'était assurément une déclaration surprenante et une déclaration aux grandes implications. C'est pourquoi beaucoup de gens ont accueilli cette déclaration avec scepticisme. Regardez simplement le moment où la déclaration a été faite. Elle est arrivée vers 6 heures du matin, heure de l'Est, ce matin. C'était juste avant l'ouverture des marchés. Et la déclaration est très précise. Seules les frappes sur les infrastructures énergétiques sont suspendues. Pas toutes les frappes en général. Et en réalité, les frappes sur l'énergie n'étaient même pas en cours. Elles devaient commencer ce soir si l'Iran n'ouvrait pas le détroit. Et maintenant, elles sont suspendues pour 5 jours. Le calendrier exact, les marchés vont rester ouverts jusqu'à ce qu'ils ferment à nouveau pour le week-end. Maintenant, nous allons parler de ce que tout cela signifie dans un instant. Mais juste après la déclaration, Donald Trump a tenu une conférence de presse improvisée ce matin, et il a partagé beaucoup de détails intéressants. Première question. En quoi attaquer des centrales électriques en Iran diffère-t-il des crimes de guerre russes que Vladimir Poutine commet en Ukraine? Écoutez la réponse. En quoi cela diffère-t-il de ce que fait la Russie en Ukraine en frappant les infrastructures électriques ukrainiennes? Eh bien, je pense que c'est très différent. Et si vous regardez les armes nucléaires qu'ils voulaient avoir, qu'ils voulaient posséder, beaucoup de choses sont différentes. Je ne suis pas non plus un partisan de ce que fait la Russie, juste pour que vous compreniez, d'accord? Mais c'est très différent. Vous parlez d'un pays qui a été maléfique pendant 47 ans. Ils ont été horribles. La mort partout dans le monde, pas seulement chez nous.
Regardez la façon dont ils ont attaqué de façon inattendue tous ces pays autour d'eux. Ce n'était pas censé arriver, personne n'y pensait même. Mais ils voulaient prendre le contrôle du Moyen-Orient et ils voulaient éliminer Israël définitivement. Et s'ils avaient eu une arme nucléaire, ils auraient pu le faire. Est-ce que le président parle à l'Iran? Monsieur le Président. Et ensuite, après que Trump ait fait sa déclaration, le ministère iranien des Affaires étrangères a en fait nié qu'il y avait des négociations en cours. Donc, le président Trump a été interrogé à ce sujet. Écoutez sa réponse. Monsieur le Président, le ministère iranien des Affaires étrangères affirme que vos propos sur les conversations productives dans le monde sont faux. Ils devront trouver de meilleurs responsables des relations publiques. Nous avons eu des discussions très franches. Nous verrons où cela nous mène. Nous avons des points d'accord majeurs. Je dirais presque tous les points sont des points d'accord. Peut-être que cela n'a pas été transmis. Comme vous le savez, la communication a été complètement détruite et ils ne peuvent plus se parler. Mais nous avons eu des discussions très franches. Monsieur Witkoff et Monsieur Kushner y ont participé. Elles se sont, je dirais, parfaitement déroulées. Je dirais que s'ils vont jusqu'au bout, cela mettra fin à ce problème, à ce conflit, et je pense que cela y mettra fin de manière très significative. Nous pensons beaucoup à nos partenaires, Moyen-Orient. Nous avons eu d'excellentes relations avec beaucoup d'entre eux, comme vous le savez. Beaucoup d'entre eux ont été touchés de façon surprenante, et j'ai été surpris de le voir, tout comme tout le monde. Mais nous les gardons vraiment à l'esprit dans nos discussions. Les discussions ont eu lieu hier et se sont poursuivies jusqu'au soir. Ils tiennent vraiment à conclure un accord. Nous aussi, nous aimerions conclure un accord. On lui a alors demandé directement. Avec qui les États-Unis discutent-ils réellement? Quel est son nom? Et a-t-il un réel pouvoir? Écoutez bien la réponse. Même sans nom, il donne quelques détails. Avec qui Steve Witkoff parle-t-il, monsieur le président? Une personne de haut niveau, n'oubliez pas, nous avons éliminé la direction, phase 1, phase 2 et en grande partie la phase 3. Mais nous avons affaire à l'homme qui, selon moi, est le plus respecté et le leader. Vous savez, c'est difficile, ils ont été éliminés, nous avons éliminé tout le monde. Non, pas le leader suprême. On ne sait pas grand-chose sur lui. Personne n'a entendu parler du deuxième leader suprême. Le fils. Personne. Nous n'avons pas eu de nouvelles du fils. Parfois, il y a une déclaration, mais nous ignorons s'il est en vie. Mais les personnes qui semblent diriger cela, et cela semble être basé sur des faits réels, parce que les choses qu'ils ont dites se sont produites. Monsieur le Président. Encore une fois, Monsieur le Président. Je ne veux pas qu'il soit tué. D'accord, je ne veux pas qu'il soit tué. Monsieur le Président, signalez-le. Personne ne veut ce poste actuellement. Vous savez, personne n'a vraiment hâte d'être à la tête de ce pays en particulier. Mais peut-être que nous pourrons résoudre ce problème. Monsieur Le président? Eh bien, devinez quoi? Peu de temps après cette conférence de presse, Axios a en fait rapporter, d'après une source israélienne, qu'ils savent que l'envoyé américain, Steve Witkoff et Jared Kushner, négocient avec le président du Parlement iranien, Ghalib Baf. C'est le même homme qui a lancé la menace sur les bons du Trésor au début de cette vidéo. Selon ce reportage, la Turquie, l'Égypte et le Pakistan ont transmis des messages entre les États-Unis et l'Iran pendant le week-end. Des responsables des trois pays ont discuté séparément avec Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Arghachi. Une source américaine affirme que la médiation progresse. Les discussions concernent la fin de la guerre et les questions en suspens. C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Parce que juste après la publication de tous ces rapports, nous avons eu la déclaration officielle du président du Parlement iranien niant qu'il y ait en réalité des négociations en cours. Mais juste après cela, un média iranien proche des dirigeants iraniens, a affirmé que des négociations sont effectivement en cours. Ils ont indiqué que les États-Unis, via des médiateurs, ont proposé des discussions entre le vice-président J.D. Vance et le président du Parlement iranien Ghalib Baf. L'Iran n'a pas encore répondu, mais cela signifie aussi qu'ils n'ont pas réellement dit non. Alors réfléchissons à pourquoi il y a autant de confusion autour des discussions, et pourquoi nous recevons des rapports contradictoires des deux côtés. Regardons les incitations. Si des négociations ont réellement lieu, et c'est loin d'être certain, les États-Unis veulent en fait que cela soit public, vous savez, connu du public. Parce qu'une fois que le public est au courant des négociations, cela fait baisser les prix du pétrole. Et des prix du pétrole plus bas donnent aux États-Unis plus de leviers pour obtenir des concessions lors des négociations. L'Iran veut exactement le contraire. Si des négociations ont lieu,
L'Iran veut garder cela secret le plus longtemps possible parce que cela maintient les prix élevés, les prix du pétrole. Et des prix du pétrole élevés donnent à l'Iran plus de leviers pour obtenir plus de concessions de leur côté. Donc ce n'est pas parce qu'un côté dit qu'il ne négocie pas que c'est vrai. Et ce n'est pas parce que l'autre côté dit qu'il négocie que c'est vrai non plus. Les deux parties ont des raisons de mentir.